Cet homme a passé 40 ans à combattre les dynasties. Mobutu et ses enfants, Kabila père, puis Kabila fils. Il a refusé les villas, les postes, les enveloppes. Et dans la seule déclaration qu'il ait jamais faite sur sa propre succession, la seule, il a pris soin de dire « Ce ne sera pas mon choix ». Félix Tshisekedi est aujourd'hui président de la République démocratique du Congo. Son directeur des cabinets pendant 6 ans a dit à la BBC, en 2018, quelque chose que personne n'a vraiment voulu entendre. C'est la mère du candidat à la présidence qui a fait pression pour que les fils deviennent les leaders. Ce soir, on remonte les fils. Depuis le 13 mars 2014, dans une résidence délimitée, jusqu'au congrès de mars 2018, ce qui s'est passé entre les deux, les archives des presses congolaises, les témoignages documentés et les propres déclarations des protagonistes les racontent. Et ce n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée. Il faut d'abord comprendre les paradoxes. Étienne Tshisekedi n'était pas n'importe quel opposant. Il était le symbole, celui qui dit non, celui à qui Mobutu a offert les postes de Premier ministre et qui a refusé, celui qui les années de prison, d'exil, des relégations dans son village du Kasaï n'ont pas plié. Les Congolais ont un mot pour désigner cette qualité-là, la dignité, qui ne se négocie pas. Et cet homme précisément a fini par voir son héritage transmis à son propre fils, dans un congrès où les seuls candidats alternatifs avaient déjà été purgés. Son directeur des cabinets l'a formulé sans détour. Je cite, « Il n'allait pas donner un laissez-passer à son fils. Il n'en a pas donné, mais le laissez-passer a quand même été pris. Voici comment. » Avant d'aller plus loin, les règles de cette chaîne, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes reposent sur des sources documentées. Je vais les nommer une par une au fil du récit. Pas de rumeurs, pas des réseaux sociaux, des interviews publiées, des enquêtes de presse signées, des témoignages accordés à des médias vérifiables. Albert Moleka, directeur des cabinets d'Étienne Tshisekedi d'octobre 2008 à mai 2014, a parlé à la BBC en 2018. Ces déclarations sont reprises par mediacongo.net et kafunet.com et regroupées par le Congo Research Group. Corneille Mulumba, cofondateur de l'IDPS, a donné ses propres déclarations en 2014. Jeune Afrique a publié en juin 2014 une enquête tirée, je cite, « Maman m'a dit », qui documente scène par scène ce qui s'est passé dans les coulisses. Et Étienne Tshisekedi lui-même a parlé à Radio Okapi. Cette phrase, on va y revenir parce qu'elle mérite d'être lue mot par mot. Là où les informations sont incertaines ou contestées, je l'ai dit, ce n'est pas de l'histoire officielle, c'est de l'investigation. Juin 1963. Félix Tshilombo Tshisekedi naît à Kinshasa, troisième d'une famille de 5 enfants. À 19 ans, il suit son père en relégation dans le village du Kasaï. Mobutu a décidé de punir Étienne en l'isolant. Les fils partagent cet exil intérieur. C'est un épisode formateur. À 22 ans, sa mère et ses frères partent pour Bruxelles. La diaspora, l'exil européen, la vie dans les coulisses de la politique congolaise vue depuis la Belgique. À l'aéroport, à une occasion documentée, Félix fait les coups de poing contre des proches de Mobutu. Il n'a pas peur. Mais voici, les faits que l'histoire officielle efface soigneusement. Félix Tshisekedi ne rejoint vraiment l'IDPS, les partis de son père, les partis pour lesquels son père a tout sacrifié, qu'à la fin de l'année 2008.
Il a alors 45 ans. 45 ans sans formation politique structurée, sans expérience gouvernementale, sans trajectoire militante longue. Il a cofondé des entreprises avec son frère, il a travaillé dans la diaspora, mais la politique, la vraie, celle que son père pratiquait depuis des années 60, c'est encore très récent pour lui quand la question de la succession commence à se poser. Moleka, qui côtoie Étienne quotidiennement à cette époque, livre cette lecture à la BBC. Je cite, « Il s'est fait de puissants amis et alliés parmi la diaspora à Bruxelles, mais il était parfois ignoré et il n'a pas eu la vie facile. » Et sur les regards du père, Moleka est direct. Je cite, « Étienne Tshisekedi s'est montré très vocal sur son scepticisme vis-à-vis des capacités de son fils. Il était très exigeant envers son fils. Très exigeant, très vocal sur son scepticisme. Ce ne sont pas les mots d'un père qui prépare son fils à prendre sa suite. Ce sont les mots d'un père qui doute et qui ne se gêne pas pour les dire en interne. Un connaisseur de l'opposition, cité par la presse congolaise de l'époque, ajoute une nuance qui éclaire tout. Étienne était têtu et fier. Félix est plus diplomatique. Il est plus diplomate, plus conciliant, plus à l'écoute des autres. Deux tempéraments, deux visions, deux générations politiques qui ne se ressemblent pas. Et alors arrive le 4 mars 2014. Étienne tombe malade. Et dans les 10 jours qui suivent, il se passe quelque chose dans une résidence délimitée que la version officielle ne raconte jamais. « 4 mars 2014, les corps qui lâchent. Étienne Tshisekedi est gravement malade. Son entourage sait que la question de la succession du parti, pas encore celle de la présidence, mais du parti, ne peut plus être évitée. Albert Moleka, son directeur de cabinet depuis 2008, est au cœur de ces discussions. 13 mars 2014, la réunion des 6 noms et l'irruption. 10 jours après, Albert Moleka est à la résidence des Limété, en réunion de travail avec Étienne Tshisekedi. Il parle de l'avenir du parti. Étienne, encore très affaibli, selon Moleka lui-même, lui donne 6 noms. 6 personnes pour constituer les futurs leaderships de l'IDPS. 3 de l'étranger, Félix Tshilombo Tshisekedi, Claude Kiringa, depuis le Canada, Willy Mvangu, depuis l'Afrique du Sud. 3 de l'intérieur, Valentin Mubake, Roger Kakonge et Moleka lui-même. Il désigne comme son chef de cabinet et porte-parole. 6 noms. Pas un seul successeur désigné, pas de hiérarchie, pas de postes attribués. Moleka l'a dit au Congo Research Group, noir sur blanc. Je cite, « Il ne spécifie pas qui occupera quelle position au sein de ces leaderships. Félix est sur la liste parmi 5 autres sans prééminence. » Et là, à ce moment précis, pendant cette réunion, pendant que les 2 hommes discutent des personnes qui pourraient incarner l'avenir du parti, Marthe Kassalou entre dans la pièce. Elle voit ce qui se passe. Elle comprend de quoi il est question. Et elle chasse Albert Moleka de la résidence physiquement. La scène est documentée dans l'enquête des Jeunes Afrique. Un dirigeant de l'IDPS présent dans l'entourage confirmera. Étienne devait rencontrer les candidats potentiels avant de trancher. Mais cela, c'était avant que son épouse s'en mêle. Et là, vous vous demandez la même chose que moi. Est-ce que Étienne a laissé faire? Est-ce qu'il savait? Ou est-ce que, comme le dira Corneille Mulumba, cofondateur de l'IDPS, pas un adversaire, un fondateur, Étienne Tshisekedi ne contrôle plus rien. Depuis quelques mois, notre chef est très affaibli, il est hors jeu. C'est l'une des zones d'ombre
que cette histoire ne fermera peut-être jamais. 3 mois après la scène des Limété, Marthe Kassalou se rend à Bruxelles. Elle rencontre de membres du parti dans la diaspora. Elle parle de son fils, elle demande leur soutien. Jeune Afrique documente la réaction. Un participant lance publiquement « À quel titre peut-elle venir demander de soutenir les fils pour remplacer les pères ?» Félix a une réponse prête. « Maman était de passage à Bruxelles. Je l'avais invitée pour qu'elle salue les membres du parti, pas pour autre chose. » Mais un proche de l'entourage confiera à Jeune Afrique. Elle a très mal digéré les désaveux de Bruxelles. Elle veut à tout prix reprendre la main. Contradiction entre les faits et la version officielle. Ce n'est pas la dernière. Novembre 2014, la guerre des cadres. Un tract circule dans le parti. Il dénonce la mauvaise gestion du secrétaire général Bruno Mavungo et nommément du secrétaire national chargé des relations extérieures, Félix Tshilombo Tshisekedi. Les secrétaires du tract, Valentin Mubake, Albert Moleka, Raymond Kahungu, Claude Kiringa, des cadres historiques, pas des inconnus. La riposte arrive vite. Les présidents sectionnaires de Kinshasa désavouent publiquement ces agitateurs, affirmant que leur objectif est de faire disparaître l'UDPS. Les partis se fracturent entre les loyalistes de la famille et les cadres qui contestent la trajectoire. Février 2015, la purge. Claude Kiringa, Willy Mvangu, Valentin Mubake, Albert Moleka. Exclus, marginalisés, il faut s'arrêter ici une seconde. Kiringa et Mvangu, ceux-là précisément, figuraient sur la liste des 6 noms que Étienne avait donnés à Moleka en mars 2014. Des hommes qu'Étienne lui-même avait identifiés comme piliers du futur leadership. Ils sont éliminés du parti au motif d'organiser une fronde interne. L'ironie est absolue. Les personnes choisies par les pairs pour incarner l'avenir du parti sont purgées précisément parce qu'elles représentaient une alternative à son fils. Et maintenant, la question que vous vous posez tous, qu'est-ce qu'Étienne lui-même a dit? Est-ce qu'il a cautionné tout ça? Il n'a donné qu'une seule réponse publique sur ces sujets, une seule. Et elle est fascinante. Dans ce qu'il sera son interview testament à Radio Okapi, Étienne Tshisekedi répond aux rumeurs sur la succession. Il dit « Je vous demande de lire chaque mot. » Je cite « C'est légitime et normal qu'à son décès, l'UDPS, un parti démocratique, organise son congrès pour assurer sa succession. Et c'est les droits les plus purs de Félix Tshisekedi de déposer sa candidature, cela ne sera pas un choix paternel. » Une seule fois sur ces sujets. Décortiquons. Premier temps, Félix peut candidater. Ce n'est pas une exclusion, c'est un droit, les droits les plus purs. Deuxième temps, ça ne sera pas un choix paternel. Il se dissocie explicitement d'une nomination dynastique. Dans cette phrase, il prend soin de ne pas choisir son fils. Il dit que s'il gagne, ça sera les choix du Congrès, pas les siens. Troisième temps, il renvoie la décision à un mécanisme démocratique, un Congrès qui aurait pu, en théorie, donner les résultats à quelqu'un d'autre. Vous imaginez l'effort des formulations que ça représente. Un homme gravement malade, qui parle peut-être pour la dernière fois de son parti et qui choisit de ne pas désigner son propre fils, tout en ne les rejetant pas non plus. C'est un homme qui se bat encore avec lui-même. 1er février 2017, la mort, l'absence des testaments.
Étienne Tshisekedi meurt à Bruxelles. Immédiatement, des voix réclament une lettre testament désignant Félix candidat Premier ministre. L'abbé Chollet intervient sur Top Congo et dément formellement un tel document n'existe pas. Un commentateur politique soulèvera la question qui reste sans réponse. Tous ces temps qu'Étienne Tshisekedi a passé dans les négociations avec Kabila, pourquoi n'a-t-il jamais mentionné les noms de son fils pour les postes de PM? Joseph Olenganko, figure de l'opposition, est encore plus direct quand Félix est nommé à la tête du Rassemblement, ou ailleurs dans le monde, mettrait-on en charge d'un tel processus quelqu'un qui n'est dans l'opposition que depuis 7 mois? 7 mois, voilà ce que représentait l'expérience officielle de Félix dans l'opposition, au moment où il prend la tête de la coalition. Il y a une autre question que les archives posent à laquelle personne n'a répondu. Les corps d'Étienne Tshisekedi restent à Bruxelles, plus de 2 ans après sa mort. De 2017 à 2019, son rapatriement n'intervient qu'une fois, Félix devenu président. Coïncidence? Ou la dépouille du père a-t-elle été, consciemment ou non, un levier politique pour asseoir la légitimité du fils? Je ne tranche pas, mais la question mérite d'être posée. 30 mars 2018, l'élection sans concurrent. Félix Tshisekedi est élu président de l'UDPS lors d'un congrès du parti. Moleka, purgé depuis 2015, Mobake éliminé, Kiringa parti, Vangu parti. C'est une élection sans les candidats alternatifs. Un congrès contrôlé par les loyalistes de la famille dans un parti dont les rivaux sérieux ont été méthodiquement exclus pendant les 3 années précédentes. Moleka résume les mécanismes de la BBC avec une précision chirurgicale. Les Tshisekedi ont eu une vie difficile et donc pour Félix, ces élections sont une sorte de revanche pour sa famille. Une revanche, pas une légitimité construite. Une revanche pour les années de prison, d'exil, de sacrifices. Revenons à la contradiction fondamentale. Étienne Tshisekedi a combattu Mobutu. Puis il a combattu les Kabila, père puis fils. Sa critique du pouvoir dynastique était au cœur de toute son idéologie. L'histoire de la succession de Tshisekedi, c'est l'histoire d'un père dont la volonté a peut-être été plus forte dans ses discours que dans sa maison. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas un verdict. Je ne juge pas Félix Tshisekedi, je ne condamne pas Marthe Kassalou. Ce que j'ai fait, c'est poser les questions que les sources documentées permettent de poser. Et il en reste plusieurs auxquelles cette investigation ne peut pas répondre seule. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette période de l'intérieur, un ancien cadre de l'UDPS, un témoin de la diaspora à Bruxelles, quelqu'un qui était à l'IMT en 2014, les commentaires de cette vidéo sont un espace de témoignage, pas d'attaque, pas d'insultes, des faits, des mémoires de l'histoire collective, parce que cette chaîne ne fait pas de la politique, elle fait de l'histoire. Et l'histoire de l'UDPS entre 2014 et 2018 n'est pas encore écrite.